Chers étudiants, bonjour. Dans ce cinquième cours de la matière comptabilité pour les managers, nous aborderons aujourd'hui le quatrième chapitre, le processus de budgétisation. La budgétisation est une composante essentielle de la gestion qui joue un rôle déterminant dans la planification et l'allocation des ressources. Ce processus implique l'établissement d'un plan détaillé qui sert de guide pour la gestion des revenus et des dépenses pour une période déterminée. En établissant un budget, on se dote d'un cadre de référence qui aide à contrôler les dépenses, à éviter les excès et à anticiper les besoins futurs. La mise en place d'un budget présente de nouveaux avantages. Elle permet de donner une direction claire et de fixer des objectifs réalisables. Elle aide également à identifier les ressources de revenus et à planifier les dépenses de manière à maintenir un équilibre financier. De plus, le budget est un outil de suivi qui permet de comparer les résultats réels aux prévisions et d'ajuster les plans en conséquence. Cependant, la budgétisation n'est pas exempte de défauts. Elle requiert une estimation précise des revenus et des dépenses et une discipline rigoureuse pour respecter le plan établi. De plus, le contexte économique et financier est en perpétuelle évolution et les imprévus peuvent venir perturber le budget initial. C'est pourquoi il est crucial d'adopter une approche flexible et adaptable en matière de budgétisation. Il permet de réviser régulièrement le budget, d'ajuster les prévisions en fonction des évolutions réelles et de rester ouvert à la modification du plan initial si cela s'avère nécessaire. Donc, durant ce cours, on va voir plusieurs éléments essentiels, en commençant par la définition du budget et comment on fait la budgétisation des activités de l'entreprise. Et puis, on va voir comment établir et préparer les budgets opérationnels. Et puis après, on va voir les budgets financiers. Les budgets opérationnels comprennent généralement les budgets prévisionnels de vente, les budgets de production et les budgets de distribution. Et pour les budgets financiers, on va voir aussi différents types de budgets comme les budgets d'encaissement et les budgets de décaissement et les budgets de dépenses en capital. Commençons notre cours par la définition du budget. Le budget se définit comme la quantification financière des plans d'action élaborés en vue d'atteindre les objectifs fixés par une entreprise. Donc, à travers cette définition, la gestion budgétaire joue un rôle crucial dans l'estimation des besoins financiers futurs et dans l'identification des écarts entre les résultats réels et les prévisions, permettant ainsi de mettre en lumière les anomalies, de déterminer les ajustements nécessaires et d'attribuer les responsabilités. Donc la direction utilise la budgétisation pour exprimer ses plans et évaluer à quel point elle atteint ses objectifs. Nous examinerons de plus près comment les budgets sont utilisés et élaborés. Les avantages de la budgétisation et les budgets spécifiques qui sont préparés dans le cadre du budget principal de l'entreprise. Toutes les entreprises et organisations utilisent des budgets
pour les mêmes raisons que dans notre vie professionnelle pour planifier l'avenir et contrôler les revenus et les dépenses liées à nos plans. La budgétisation est un cycle continu. Les stratégies de l'entreprise conduisent à des plans détaillés qui, à leur tour, conduisent à des actions. Les résultats sont ensuite comparés au budget pour fournir des retours d'informations aux managers. Ces retours permettent aux managers de prendre des mesures correctives et, si nécessaire, de réviser les stratégies, ce qui relance le cycle. Comment les budgets sont-ils élaborés maintenant? La première étape est de fixer les objectifs stratégiques à long terme. La planification stratégique consiste à fixer des objectifs à long terme qui peuvent s'étendre sur 5 à 10 ans dans le futur. Des budgets à long terme vaguement détaillés sont souvent créés pour refléter les attentes de ces objectifs à long terme. Une fois les objectifs fixés, la direction conçoit des stratégies clés pour les atteindre. Ces stratégies, telles que l'expansion des marques et les améliorations de l'efficacité de production, sont ensuite mises en place grâce à des budgets à plus court terme pour une année fiscale entière. Une année fiscale, c'est-à-dire une année de 12 mois. Cependant, même un budget annuel n'est pas assez détaillé pour guider de nombreuses décisions de gestion. Les entreprises préparent donc généralement un budget pour chaque mois de l'année fiscale. De nombreuses entreprises consacrent du temps au cours des 2 derniers trimestres de l'année fiscale pour créer leur budget pour l'année fiscale à venir. D'autres entreprises préparent des budgets roulants ou continus. Un budget roulant est un budget constamment mis à jour de sorte que les 12 prochains mois d'opération sont toujours budgétés. Par exemple, dès que janvier est terminé, le prochain janvier est ajouté au budget. L'avantage d'un budget roulant est que les gestionnaires disposent toujours d'un budget pour les 12 prochains mois. Maintenant, qui participe au processus budgétaire? C'est-à-dire les acteurs qui élaborent le budget. Donc, plutôt que d'utiliser une approche top-down où la haute direction détermine le budget, la plupart des entreprises utilisent une certaine forme de budgétisation participative. Comme le nom indique, la budgétisation participative implique la participation de plusieurs niveaux de direction. La budgétisation participative est bénéfique pour les raisons suivantes. Premièrement, les managers de niveau inférieur sont plus proches de l'action et devraient avoir une connaissance plus détaillée pour créer des budgets réalistes. Deuxièmement aussi, les managers sont plus susceptibles d'accepter et d'être motivés par des budgets qu'ils ont aidé à créer. Cependant, la budgétisation participative présente également des inconvénients, et parmi lesquels le processus budgétaire peut devenir beaucoup plus complexe et prendre beaucoup plus de temps lorsque de nombreuses personnes participent au processus. Les managers peuvent intentionnellement intégrer une marge de manœuvre dans le budget de leur secteur d'activité en surestimant les dépenses ou en sous-estimant les revenus. Même avec une budgétisation participative, quelqu'un doit encore avoir le dernier mot sur le budget. Souvent, les entreprises utilisent un comité budgétaire pour examiner les budgets soumis, éliminer les marges non justifiées
et réviser et approuver le budget final. Le comité budgétaire comprend souvent la haute direction, telle que le PTG et le DAF. DAF, c'est le directeur administratif et financier, ainsi que le responsable de chaque domaine des activités de l'entreprise. En utilisant un comité budgétaire interfonctionnel, le budget final est plus susceptible de refléter une vision complète de l'organisation et d'être accepté par les managers. Quel est le point de départ pour l'élaboration des budgets? Les entreprises commencent l'élaboration de leur budget en se basant sur les chiffres budgétés de l'année précédente ou sur les résultats réels. De nombreuses entreprises utilisent les chiffres budgétés de l'année précédente ou le résultat réel comme point de départ pour la création du budget de l'année à venir. Ces chiffres seront ensuite modifiés pour tenir compte des nouveaux produits, clients ou zones géographiques, du changement sur le marché causé par la concurrence, du changement dans le contrat de travail, les matières premières ou les coûts du carburant, de l'inflation générale et de toute nouvelle stratégie. Cependant, cette approche de la budgétisation peut entraîner des augmentations année après année, qui avec le temps deviennent incontrôlables. Pour éviter des augmentations constantes des dépenses budgétées, de nombreuses entreprises utilisent de temps à autre la budgétisation à base zéro. Lorsqu'une entreprise met en œuvre cette méthode, tous les managers commencent avec un budget de zéro et doivent justifier chaque dollar ou bien chaque unité monétaire qu'ils insèrent dans le budget. Cette approche budgétaire est très chronophage et nécessite beaucoup de travail. Les entreprises l'utilisent donc seulement de temps en temps pour maîtriser leurs dépenses. Maintenant, quels sont les avantages de la budgétisation? La budgétisation oblige les managers à planifier, favorise la coordination et la communication et fournit un point de référence pour motiver les employés et évaluer la performance réelle. Tout d'abord, la planification. Les managers d'entreprise sont extrêmement occupés à diriger les opérations quotidiennes de l'entreprise. Le processus de budgétisation oblige les managers à consacrer du temps à la planification future plutôt qu'à se préoccuper uniquement des opérations quotidiennes. Plus les entreprises développent un plan et ont le temps d'agir en fonction de ce plan, plus elles sont susceptibles d'atteindre leurs objectifs. Deuxième, c'est la coordination et communication. Le budget coordonne les activités d'une entreprise. Il oblige les managers à considérer les relations entre les opérations à travers toutes les activités de l'entreprise. Tous les domaines des activités de l'entreprise sont finalement affectés par les plans de la direction. Le processus budgétaire aide à communiquer et à coordonner les effets du plan. Troisième avantage, c'est l'évaluation comparative, ou aussi appelé le benchmarking. Le budget fournit un point de référence qui motive les employés et aide les managers à évaluer la performance. Le budget fournit un objectif que la plupart des managers essaieront d'atteindre, surtout s'ils ont participé au processus budgétaire et que le budget a été fixé à un niveau réaliste. Les budgets doivent être atteignables avec des efforts. Des budgets trop serrés, c'est-à-dire difficiles à atteindre, ou trop lâches, c'est-à-dire faciles à atteindre, ne fournissent pas beaucoup de motivation aux managers. Pensez un instant aux examens.
Certains professeurs ont la réputation de donner des examens impossibles, tandis que d'autres peuvent être connus de donner des examens faciles. Dans l'un ou l'autre de ces cas, les étudiants sont rarement motivés à fournir beaucoup d'efforts pour apprendre le matériel parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne seront pas récompensés pour leurs efforts supplémentaires. Cependant, si les étudiants pensent qu'un examen d'un professeur peut être réussi avec des efforts, ils seront plus susceptibles de se consacrer à l'apprentissage du matériel. En d'autres termes, la justice perçue de l'examen affecte la manière dont l'examen motive les étudiants à étudier. De même, si un budget est perçu comme juste, les employés seront probablement motivés par celui-ci. Donc, les budgets fournissent également un point de référence pour évaluer la performance. À la fin de la période, les entreprises utilisent des rapports de performance pour comparer les revenus et les dépenses réelles aux revenus et les dépenses budgétisées. La variance ou la différence entre les chiffres réels et budgétisés est utilisée pour évaluer la manière dont le manager a contrôlé les opérations et pour déterminer si le plan doit être révisé. Passons maintenant au cœur de notre cours, le budget principal. C'est quoi le budget principal? Le budget principal est le document de planification globale pour l'ensemble de l'organisation ou l'entreprise. Il comprend tous les budgets de soutien nécessaires pour créer les états financiers budgétisés de l'entreprise. Il y a les budgets opérationnels, sont les budgets nécessaires pour gérer les opérations quotidiennes de l'entreprise. Les budgets opérationnels aboutissent à un compte de résultats budgétisé. Le point de départ des budgets opérationnels est le budget des ventes, car il affecte la plupart des autres composantes du budget principal. Après avoir estimé les ventes, les fabricants préparent le budget de production, qui détermine combien d'unités doivent être produites. Une fois le volume de production établi, les managers préparent des budgets individuels pour les matières premières directes, ou bien aussi la main-d'œuvre directe et les frais de production qui seront nécessaires pour répondre à la production. Ensuite, les managers préparent le budget des dépenses opérationnelles ou bien les budgets de distribution. Une fois tous ces budgets préparés, la direction sera en mesure de préparer le compte de résultats budgétisé. Le comportement du coût sera un facteur important dans l'élaboration de nombreux budgets opérationnels. Les coûts fixes totaux ne changeront pas à mesure que le volume change dans le plage ou bien la plage pertinente. Cependant, les coûts variables totaux fluctueront à mesure que le volume fluctue. Les budgets financiers comprennent les budgets des dépenses en immobilisation ou bien les budgets en dépenses en capital et les budgets de trésorerie. Il aboutit à un bilan budgétisé. Le budget de dépenses en capital montre le plan de l'entreprise pour l'achat des biens immobiliers, d'usines et d'équipements. Le budget de trésorerie projette la trésorerie qui sera disponible pour gérer les opérations de l'entreprise et détermine si l'entreprise aura des fonds supplémentaires à investir ou si elle devra emprunter de l'argent.
Enfin, le bilan prévisionnel prévoit la position de l'entreprise à la fin de la période budgétaire. Commençons maintenant par les budgets opérationnels. Nous suivrons le processus budgétaire maintenant d'un exemple de Dixon Tortilla. C'est un fabricant de chips tortilla relativement petit et indépendant. Donc, cette société vend ses produits par carton ou bien par caisse aux restaurants, épiceries et magasins de proximité. Pour simplifier notre exemple, nous montrerons uniquement les budgets de 3 premiers mois de l'année fiscale plutôt que les 12 mois complets. Étant donné que de nombreuses entreprises établissent des budgets trimestriels couvrant une période de 3 mois, nous afficherons également les chiffres trimestriels pour chaque budget. Pour chaque budget, nous détaillerons les calculs pour le mois de janvier. Ensuite, nous montrerons comment le même schéma est utilisé pour élaborer les budgets des mois de février et mars. Commençons par les budgets de vente. Le budget de vente est le point de départ de la budgétisation. Les gestionnaires multiplient le nombre prévu de ventes unitaires par le prix de vente prévu par unité pour obtenir le chiffre d'affaires total. Par exemple, dans notre cas, c'est Dixon Tortilla prévoit de vendre 30 000 cartons de chips tortilla en janvier à un prix de vente de 20 $ par carton, d'où un chiffre d'affaires prévu pour janvier est de 30 000 fois 20 $ par carton est égal 600 000. Et c'est ça le budget de vente de Dixon Tortilla pour les 3 premiers mois de l'année qui est présenté dans ce tableau. Donc il y a une estimation pour le mois de janvier de 30 000 unités qui sont déjà comptées à être vendues. Et pour le mois de février, c'est 20 000 et mars à 25 000. Donc on a un prix de vente qui est à 20 $ pour chaque carton, chaque unité. Et donc on fait seulement la multiplication et on trouve le chiffre d'affaires pour chaque mois. Donc à l'ensemble, chiffre d'affaires total du premier trimestre, donc c'est 1 500 $. Et c'est ça comment on fait vraiment le budget de vente dans le budget opérationnel. Deuxièmement, le budget de production. Une fois que les gestionnaires ont estimé combien d'unités ils prévoient de vendre, ils peuvent déterminer combien d'unités ils doivent vendre. La plupart des fabricants ou bien des producteurs conservent un certain stock de produits finis ou stock de sécurité qui est un inventaire gardé en réserve au cas où la demande serait supérieure à ce qui est prévu ou si des problèmes en usine ralentiraient la production, comme une panne de machine, des employés absents pour maladie, etc., etc. Par conséquent, les gestionnaires doivent prendre en compte le niveau souhaité de stock final lors de la décision sur la quantité d'inventaire à produire. Ils font qu'ensuite, une unité totale, le nombre d'unités totales nécessaires est égal aux unités souhaitées pour la vente plus le stock souhaité à la fin, moins le stock au début du mois. Voyons cette formule maintenant étape par étape. Tout d'abord, les gestionnaires déterminent combien d'unités
total ils ont besoin pour ce faire, ils ajoutent le nombre d'unités qu'ils prévoient de vendre au nombre d'unités qu'ils souhaitent avoir en stock à la fin du mois. Supposons que notre entreprise Dixon Tortilla souhaite conserver un stock final équivalent à 10% des ventes prévues pour le mois suivant, c'est-à-dire 20 000 cartons en février. Ainsi, le nombre total des cartons nécessaires en janvier est le suivant. C'est 30 000 cartons pour les ventes de janvier, plus 10% de 20 000 cartons en février est égal à 32 000 cartons nécessaires. Ensuite, les gestionnaires calculent la quantité d'inventaire ou bien la quantité de stock qu'ils prévoient d'avoir en stock au début du mois. Comme Dixon Tortilla souhaite que le stock final soit 10% des ventes du mois suivant, le gestionnaire s'attend à avoir 10% des ventes de janvier en stock le 31 décembre, ce qui devient le solde d'ouverture du 1er janvier. Donc 10% de 30 000 cartons est égal à 3 000 cartons en stock initial le 1er janvier. Et on a 32 000 cartons nécessaires moins 3 000 cartons en stock final est égal à 29 000 cartons maintenant à produire. Enfin, en soustrayant ce que l'entreprise a déjà en stock au début du mois, des totals des unités nécessaires, l'entreprise peut calculer combien d'unités à produire. Le tableau montre le budget de production de l'entreprise Dixon Tortilla pour les 3 premiers mois de l'année. Comme le montrent les flèches rouges, le stock final d'un mois, 31 janvier, devient toujours le stock initial du mois suivant, le 1er février. Maintenant que l'entreprise sait combien d'unités elle prévoit de produire chaque mois, elle peut déterminer la quantité de matières premières, de main-d'œuvre directe et de frais de production nécessaires. Donc, l'entreprise établira des budgets distincts pour chacun de ces 3 coûts de fabrication. Matières premières, main-d'œuvre directe et les frais de production. Et chaque budget sera basé sur le nombre d'unités à produire chaque mois. Donc, commençons par le budget des matières premières. Le format du budget des matières premières est assez similaire au budget de production, c'est-à-dire que la totale de quantité de matières premières nécessaires égale à la quantité des matières premières nécessaires pour la production plus le stock souhaité à la fin de la matière première moins le stock initial de matière première. Passons par le processus en utilisant le mois de janvier comme exemple. Tout d'abord, l'entreprise détermine la quantité de matières premières nécessaires pour la production. Supposons que la seule matière première nécessaire pour la production de Dixon Tortilla soit la farine de maïs spéciale utilisée pour fabriquer les chips tortilla. Chaque carton de chips nécessite 5 kg de cette farine de maïs. Par conséquent, la quantité de matière première nécessaire pour la production du mois de janvier est la suivante.
Donc 29 000 cartons à produire fois 5 kg par carton, qui est égal à 145 000 kg. Et on a 145 000 kg plus le 10% de 102 500 est égal à 155 250 kg au total nécessaire. Et on a 10% de 145 000 kg est égal à 14 500 kg en stock initial. Alors, on a le 155 250 kg nécessaires moins le 14 500 kg en stock initial qui est égal à 140 750 kg à acheter. Ensuite, l'entreprise ajoute le stock souhaité de matières directes à la fin du mois. Un certain stock de sécurité des matières premières est généralement nécessaire au cas où le fournisseur ne livrerait pas toutes les matières premières directes nécessaires à temps. Supposons maintenant que Tixon Tortilla souhaite conserver un stock final de matières directes égal à 10% des matières nécessaires pour la production du mois suivant. Par exemple, 102 500 nécessaires en février, comme le montre le tableau qu'on va voir. Ensuite, les gestionnaires déterminent le stock de matières directes, ou bien les matières premières directes, qu'ils prévoient d'avoir au début du mois. Tixon Tortilla s'attend à avoir 10% des matières nécessaires pour la production de janvier en stock le 31 décembre, ce qui devient le solde d'ouverture le 1er janvier. Enfin, en soustrayant ce que l'entreprise a déjà en stock au début du mois du total nécessaire, l'entreprise peut calculer la quantité de matière directe qu'elle doit acheter. Enfin, l'entreprise calcule le coût privé de ses achats de matière directe, bien matière première directe. Supposons que Tixon Tortilla puisse acheter la farine de maïs en gros pour 1,5 $ par kilogramme. Donc, on a 140 550 kg fois 1,5 $ est égal à 211 125 $. Le tableau montre le budget des matières premières directes de Tixon Tortilla pour les 3 mois de l'année. Et comme vous voyez, toujours à la base du budget de production, on a les unités à produire, ça reste toujours les mêmes. C'est à 29 000 pour le mois de janvier, 20 500 pour le mois de février et 25 700 pour le mois de mars. On a la quantité en kilogrammes de matières premières nécessaires par unité ou bien par carton, c'est 5 kg. Donc on multiplie donc, pour chaque unité fois le poids nécessaire pour les matières premières. Donc 29 000 fois 5, 20 000 fois 500 fois 5 et 25 700 fois 5 et on trouve le résultat ou bien la quantité en kilogrammes nécessaire pour la production. Et bien sûr, on a la règle que on doit faire le stock initial qui est 10% de la quantité du mois suivant. Dans ce cas-là, par exemple, le mois de février, on a 102 500 kg fois 10% qui est 10 250 kg
comme un stock souhaité. Et bien sûr, ça, on trouve pour tout le mois suivant. Et puis, on trouve la quantité totale nécessaire, c'est-à-dire la quantité totale nécessaire, c'est la quantité de matières premières nécessaires par unité pour la production, plus le stock final souhaité, et moins le stock final de matières premières, et on trouve la quantité à acheter. Et maintenant, deuxièmement, le budget de main-d'œuvre directe. Le budget de la main-d'œuvre directe est déterminé comme suit. Donc, on a les heures main-d'œuvre directe totale égale aux heures en main-d'œuvre directe par unité multiplié fois les unités à produire. Et le coût total de la main-d'œuvre directe est égal au coût de la main-d'œuvre par heure fois ou bien multiplié par le nombre de main-d'œuvre directe totale. L'usine de Tixon Tortilla est assez automatisée, donc très peu de travail est direct et nécessaire. Supposons que chaque carton ou bien chaque unité nécessite seulement 0,05 heures. Les ouvriers directs sont payés à 22 $ de l'heure. Ainsi, le coût de travail direct pour janvier est projeté comme suit. On a 29 000 cartons fois 0,05 heures par carton est égal à 1450 heures nécessaires. On a donc 1450 heures nécessaires multipliées par le coût qui est à 22 000 $ par heure est égal à 31 900 $. Et aussi, cette relation, bien cette règle, s'applique à tous les mois, que ce soit pour le mois de février ou bien le mois de mars. Donc, on a les unités à produire. Cette information est déjà calculée et déjà trouvée dans le budget de production. On peut trouver cette information qui est unité à produire. Ça multiplié par les heures de la main-d'œuvre par unité, donc qui est 0,05 heures pour produire une unité ou bien un carton de chips, et on trouve le total des heures nécessaires pour produire, pour la totalité de produits du mois. On trouve ces 1450 heures nécessaires pour produire 29 000 unités ou bien 29 000 cartons dans le mois de janvier. Et on applique ça pour le reste du mois, pour février aussi et pour mars. Et maintenant, pour cette 1450 heures, multiplié aussi par le coût de la main-d'œuvre par heure. Et dans ce cas-là, on a 22 $ par heure. Et on trouve le coût total de la main-d'œuvre durant chaque mois, durant le mois de janvier, février et mars, et même pour le trimestre. Donc pour le mois de janvier, on trouve le 31 900 $ comme coût total de la main-d'œuvre directe. Et pour février, c'est 22 550 $. Et pour le mois de mars, est 28 270 $. Et maintenant, passons aussi au budget des frais de production. Le budget des frais de production dépend fortement du comportement du coût. Certains coûts indirects, tels que les matières indirectes, sont variables. Par exemple, Tixon Tortilla considère l'huile utilisée pour frire les chips de tortilla comme une matière indirecte, puisqu'une partie de l'huile est absorbée par les chips, la quantité d'huile requise augmente
à mesure que le volume de production augmente. Ainsi, le coût est variable. L'entreprise considère également le sel et l'emballage en cellophane comme des matières indirectes variables. Texon Tortilla prévoit de dépenser 1,25 $ en matière indirecte pour chaque carton de chips de tortilla produit. Le budget de janvier pour les matières indirectes est donc comme suit. On a 29 000 cartons, c'est les prévisions de la quantité à produire pour le mois de janvier, multiplié fois 1,5 $ est égal à 36 250 $ de matière indirecte. Deux coûts tels que les services et la main-d'œuvre directe sont des coûts mixtes. Ces coûts sont généralement séparés en leurs composants variables et fixes à l'aide de l'une des méthodes d'estimation du comportement du coût déjà discuté avant. Sur la base d'études techniques du coût, Texon Tortilla a déterminé que chaque carton de chips nécessite 0,75 $ de main-d'œuvre indirecte variable et 0,5 $ de coût de service public ou bien de service variable pour faire fonctionner les machines de production. Ces coûts variables sont budgétisés comme suit. Pour le mois de janvier, on a toujours les quantités à produire, c'est 29 000 cartons, multiplié fois 0,75 est égal à 21 750 $ de main-d'œuvre indirecte variable. Et on fait la même chose, c'est-à-dire 29 000 cartons multiplié 0,50 est égal à 14 500 $ de services d'usine variable. Et enfin, de nombreux frais généraux de fabrication sont fixes. Les coûts fixes comprennent l'amortissement, l'assurance et les taxes financières sur l'usine. L'entreprise supporte également certains coûts fixes de main-d'œuvre indirecte, comme les ingénieurs de production salariés supervisent l'opération de fabrication quotidienne. Ça est un montant fixe de service pour maintenir la lumière, le chauffage et la climatisation dans l'usine, quel que soit le volume de production. Donc, le tableau montre que le budget des frais généraux ou bien les frais de production a généralement des sections séparées pour les coûts indirects variables et fixes afin que les gestionnaires puissent facilement voir quels coûts changeront à mesure que le volume de production change. Maintenant que nous avons terminé les budgets pour chaque des trois coûts, la fabrication des matières premières, nous porterons notre attention sur les dépenses aussi de distribution. Mais avant d'aller aux dépenses de distribution, seulement une petite clarification sur ce tableau. Donc, on met dans le budget de frais de production, on met les unités à produire toujours, en quantité, c'est par unité ou bien par carton. Puis, on met les frais variables, si c'est frais variables, des frais de production, c'est-à-dire les frais généraux indirects de production. On a la matière première, bien le travail direct, on a les services, on a toujours les coûts unitaires pour les matières indirectes, ou bien comme l'huile. Maintenant, le travail indirect et les services. Ça, tous ces éléments sont des éléments variables. Donc, on calcule la totalité de ces coûts variables et puis on estime les coûts fixes des frais de production généraux. Donc, ça reste toujours des coûts fixes et ne changeront pas avec le changement de la quantité et aussi dans le temps. Donc, pour par exemple l'amortissement, on trouve qu'il y a toujours une dépense de 10 000 $ par mois.
Et donc, on fait à la fin, on fait la totalité des coûts variables plus les coûts fixes afin de trouver les frais totaux de production. Maintenant, le budget de dépenses de distribution. Rappelez-vous que tous les coûts engagés dans chaque domaine ou bien chaque activité de l'entreprise, à l'exception de la production, doivent être comptabilisés en tant que dépenses de distribution dans la période où ils sont engagés. Certaines dépenses de distribution sont variables en fonction du nombre d'unités qui seront vendues et non produites. Par exemple, pour motiver sa force de vente à générer des ventes, Dixon Tortilla, c'est notre exemple, paie à ses représentants commerciaux une commission de vente de 1,5 $ pour chaque carton qu'ils vendent. Donc, pour faire le calcul des frais de ces commissions, c'est 30 000 unités, 30 000 unités de vente, c'est-à-dire une estimation de vente, fois 1,5, donc c'est la commission, est égal à 45 000 de frais de commission pour le mois de janvier. Aussi, on a l'entreprise en cours 2 € de frais d'expédition pour chaque carton vendu. Donc, pour évaluer ça, on trouve 30 000 unités de vente multipliées par 2 est égal à 60 000 de frais d'expédition au mois de janvier. Enfin, l'entreprise sait que toutes les ventes effectuées à crédit ne seront pas toutes nécessaires, d'après son expérience. Donc, Dixon Tortilla prévoit que la charge mensuelle pour créance doteuse sera de 1% de ces ventes à crédit, étant donné que les ventes à crédit de janvier sont prévues à 480 000 $, d'après le budget de vente. Donc la charge pour créance doteuse de l'entreprise pour janvier est la suivante. On a 480 000 $ de vente à crédit en janvier multiplié par 1% qui est égal à 4 800 $ de frais pour créance doteuse en janvier ou bien des provisions. D'autres dépenses opérationnelles sont fixes. Elles resteront les mêmes chaque mois, même si le volume de vente fluctue. Par exemple, les dépenses fixes de Dixon Tortilla comprennent les salaires, le loyer et le bureau, l'amortissement, le matériel de bureau et les véhicules de l'entreprise, la publicité et les services téléphoniques et Internet. Et c'est ça aussi ce qu'on trouve dans ce tableau plus détaillé dans les frais de distribution de Dixon Tortilla. Donc, comme le montre donc ce tableau-là, les dépenses opérationnelles sont généralement présentées selon aussi leur comportement de coût, c'est-à-dire des coûts variables et des coûts fixes. Dans ce cas-là, la première chose à fixer ou bien à déterminer dans le tableau de distribution, c'est le nombre d'unités à vendre. Et ça, on trouve cette donnée-là dans le budget de vente qui a été déjà établi la première fois. Donc, pour le mois de janvier, on trouve une estimation de vente, c'est à 30 000 unités. Pour le mois de février, à 20 000 unités pour le mois de mars et à 25 000 unités. Pour cela, donc, on fait la base de nos calculs. Donc, on a la commission de vente qui est 1,5 par unité vendue. On a les frais d'expédition, c'est 2 € bien 2 $ par unité vendue. Et on a la provision de créances, la provision pour les créances doteuses qui est 1% d'unité vendue. Ça aussi, c'est considéré comme des charges. Et puis, on a les frais, on calcule la totalité des frais de distribution variables.
Et on a les frais de distribution fixes qui sont les salaires, le loyer, l'amortissement, la publicité, etc. comme la téléphonie dans ce cas-là. Et on calcule les frais de distribution fixes, donc les frais de distribution variables, plus les frais de distribution fixes, on trouve les frais de distribution totaux pour chaque mois. Passons maintenant aux états des résultats prévisionnels. Donc, un état de résultat prévisionnel rassemble à un état des résultats ordinaires, à l'exception du fait qu'il utilise des données budgétisées. Une entreprise peut préparer un budget au format de marge de contribution pour une utilisation interne ou au format traditionnel pour une utilisation interne et externe. Par exemple, une entreprise devra souvent fournir à son institution financière des états financiers prévisionnels. Ainsi, nous présentons ici le format traditionnel. Rappelons, le format traditionnel d'un état de résultat, c'est le chiffre d'affaires, ou bien les revenus de vente, moins le coût des marchandises vendues, on trouve le bénéfice brut, et moins les dépenses opérationnelles, on trouve le résultat opérationnel. Et moins les frais d'intérêt, on trouve, et moins aussi les frais d'impôt sur le revenu, on trouve le bénéfice net. Donc, ce manuel se concentrait sur le résultat opérationnel d'une entreprise plutôt que sur le bénéfice net. Cependant, un état de résultat complet inclurait tous frais d'intérêt et ou revenus d'intérêt, ainsi qu'une provision pour les impôts sur le revenu. Ces coûts supplémentaires sont soustraits du résultat opérationnel pour arriver au bénéfice net. Nous avons déjà calculé les revenus de vente et les dépenses opérationnelles ou bien les dépenses de distribution sur des budgets séparés. Mais nous devons encore calculer le coût des marchandises vendues avant de pouvoir préparer l'état des résultats. Donc, Dixon Tortilla calcule son coût de marchandises vendues comme suit. On a le nombre d'unités vendues multiplié par le coût de production par unité, et ça est égal au coût des marchandises vendues. Cela sera relativement simple pour Dixon Tortilla puisque l'entreprise ne produit qu'un seul produit. On a le coût de production de chaque carton de chips Tortilla est présenté dans le tableau. Presque toutes les informations présentées ont déjà été utilisées pour préparer les budgets des matières premières directes, de la main-d'œuvre directe et des frais de production. La seule nouvelle information est le volume de production total pour l'année, prévu à 400 000 cartons. Le tableau donc montre l'état des résultats prévisionnels de l'entreprise pour janvier-février. Les états d'intérêt sont privés à zéro puisque l'entreprise n'a pas de dette en cours. Les frais d'impôt sur le revenu sont privés à 35% du revenu avant impôt. L'entreprise préparera des états de résultats prévisionnels pour chaque mois de trimestre ainsi que pour l'année entière. Nous avons maintenant terminé les budgets opérationnels pour Dixon Tortilla. Passons maintenant au budget financier. Comment les budgets financiers sont-ils préparés? Nous avons préparé les budgets opérationnels
de Dixon Tortilla, culminant avec l'état des résultats prévisionnels de l'entreprise. Dans cette partie, nous nous tournons vers les budgets financiers donc de Dixon Tortilla. Les gestionnaires préparent généralement un budget de dépenses en capital, ainsi que trois budgets de trésorerie distincts. On a le budget des encaissements, le budget des décaissements ou bien le budget de paiement et le budget de trésorerie combiné avec arrangement financier inclus. Enfin, les gestionnaires préparent le bilan prévisionnel. Chacun de ces budgets est illustré après. Commençons par les budgets de dépenses en capital. Le budget de dépenses en capital montre les intentions de l'entreprise d'investir dans le nouveau bien, usine ou équipement, c'est-à-dire investissement en capital. Lorsque les investissements en capital prévus sont significatifs, ce budget doit être élaboré tôt dans le processus car les investissements supplémentaires peuvent affecter les dépenses d'amortissement, les frais d'intérêt. Ces dépenses sont empruntées pour payer les investissements ou les paiements individuels, c'est-à-dire si les actions sont émises pour payer les investissements. Donc, le tableau montre le budget des dépenses en capital de Dixon Tortilla pour les 3 mois de l'année. Dixon Tortilla prévoit d'investir dans les nouveaux ordinateurs, les camionnettes de livraison et équipements de production en janvier. Les dépenses d'amortissement indiquées dans le budget de dépenses opérationnelles et l'amortissement indiqué dans le budget reflètent ces investissements anticipés. Aucun autre investissement en capital n'est prévu au premier trimestre de l'année. C'est seulement pour le mois de janvier. Deuxièmement, c'est le budget des encaissements. Le budget des encaissements est une question de timing. Quand, par exemple, Dixon Tortilla s'attend-elle à recevoir de l'argent de ses ventes? Bien sûr, Dixon Tortilla recevra de l'argent immédiatement sur ses ventes au comptant. D'après le budget des ventes, nous voyons que la société prévoit les ventes au comptant suivant en janvier. Par exemple, vente au comptant, c'est à 120 000 $. Cependant, la plupart des ventes de la société sont faites au crédit. Supposons que les conditions de crédit de Dixon Tortilla sont nettes 30 jours, ce qui signifie que les clients ont 30 jours pour payer. Par conséquent, la plupart des clients attendront près de 30 jours, un mois complet, avant de payer. Cependant, certaines entreprises peuvent connaître des difficultés de trésorerie et ne pourront peut-être pas payer Dixon Tortilla à temps. À cause de cela, Dixon Tortilla ne s'attend pas à recevoir le paiement de toutes ses ventes à crédit le mois suivant la vente. Sur la base de l'historique des encaissements, Dixon Tortilla s'attend que 85% de ses ventes à crédit soient encaissées le mois suivant la vente et 14% soient encaissées 2 mois après la vente. Dixon Tortilla, cette entreprise, prévoit que 1% de ses ventes à crédit ne seront jamais encaissées et a donc reconnaît une charge pour créance douteuse de 1% dans son budget de dépenses opérationnelles ou bien de dépenses de distribution. De plus, supposons que les ventes à crédit de l'entreprise étaient de 500 000 $ et celle de novembre 480 000 dinars. Et donc, d'après toutes les données qu'on a vues,
On peut voir ou bien calculer les encaissements privés pour les ventes à crédit, soit pour le mois de janvier, février ou mars. Par exemple, pour le mois de janvier, on a 85%, c'est-à-dire de 500 000, c'est-à-dire vente à crédit du mois de décembre, est égal à 425 000 dollars. Et on a 14% aussi de 480 000 dollars si le vente à crédit de novembre est égal à 67 200 dollars. Donc, le tableau montre les encaissements privés de Tixon Tortilla pour les 3 mois de l'année. Donc, à travers ce tableau-là, on trouve que 420 pour le mois de janvier, on trouve le 425 000 dollars égal à 85% du mois de décembre, c'est-à-dire de 500 000. Et pour le 14% aussi, c'est 14% de 80 000 dollars est égal à 67 200 pour les ventes à crédit réalisées. Et aussi pour le mois de février, c'est 85% de 480 000 dollars qui est égal à 408 000 dollars. Et pour les ventes à crédit réalisées sur les 2 mois avant, on trouve c'est 500 000, 14% de 500 000 dollars qui est égal à 7 000 dollars. Et pour le mois de mars, on trouve 85% de 320 000 dollars qui est égal à 272 000 dollars. Et pour aussi les crédits réalisés pour le mois avant, c'est 14% du 480 000 est égal à 67 200. Et c'est ça comment on fait le budget, bien sûr, des encaissements. Maintenant, abordons le budget de décaissement, bien le budget de paiement. Le budget des paiements concerne également la planification temporelle. Donc, quand est-ce que Tixon Tortilla avait réglé ses achats en matière première directe, ses coûts de main-d'œuvre directe, ses coûts de frais de production, ses dépenses d'exploitation ou bien dépenses de distribution, ses dépenses en capital et ses impôts sur le revenu. Abordons chaque coût un à la fois. Achat des matières premières directes par exemple. Tixon Tortilla s'est vu accorder des conditions de paiement de net 30 jours par ses fournisseurs de farine de maïs utilisée pour fabriquer les chips de tortilla. Par conséquent, Tixon Tortilla attend un mois avant de payer les achats de matières premières directes indiqués dans le budget des matières premières directes. Ainsi, l'entreprise payera ses achats de décembre prévus à 231 845 dollars en janvier, ses achats de janvier de 211 125 dollars en février, ses achats de février à 157 650 dollars en mars et ainsi de suite. Et c'est ça ce qui est présenté dans ce tableau. Et donc, elle est facile à établir. Pour la main-d'œuvre, dans le budget de paiement, les employés de l'usine de Tixon Tortilla sont payés 2 fois par mois pour le travail qu'ils effectuent au cours du mois. Par conséquent,
le coût de la main-d'œuvre directe pour janvier s'élève à 31 900 $, sera payé en janvier et de même pour chaque mois suivant, c'est-à-dire pour le mois de janvier, il sera payé en mois de janvier et 22 000 pour le mois de février qui est 22 550 $, qui sera payé aussi 22 550 $ et la même chose aussi pour le mois de mars. Donc, euh, chaque mois sera payé dans son mois, dans le mois qui se suit. Pour les frais de production, Texon Tortilla doit prendre en compte le moment où elle paie ses frais généraux de fabrication. Supposons que l'entreprise paie tous les frais de production à l'exception de l'amortissement, de l'assurance et des taxes foncières au cours du mois où ils sont engagés. L'amortissement est une dépense non monétaire, donc elle n'apparaît jamais dans le budget des paiements en espèces ou bien des décaissements. L'assurance et les taxes financières sont généralement payées sur une base semestrielle, bien que Texan Tortilla budgétise un coût de 3 000 $ par mois pour l'assurance de l'usine et la taxe foncière, elle ne paie pas réellement ses coûts sur une base mensuelle. Au lieu de cela, Texan Tortilla prépaye son assurance et sa taxe foncière 2 fois par an, en janvier et en juillet. Le montant de ces paiements semestriels est calculé comme suit. On a le coût mensuel de 3 000 fois 12 mois divisé par 2, c'est-à-dire que le paiement est de 18 000 $ en janvier et en juillet. Ainsi, les paiements en espèces pour les frais de production devraient être les suivants. On a les frais généraux de fabrication, bien les frais de production totale, moins qui a été pour les frais généraux de production a été déjà calculé avant, et moins donc les amortissements pas une dépense en espèces, moins aussi les taxes foncières et assurances aussi payées 2 fois par an, pas semestriel, ce qu'on a déjà calculé, et aussi plus le paiement semestriel par la taxe foncière et l'assurance, qu'on vient aussi de calculer, qui est de 18 000, qui sera payé en janvier, et l'autre qui sera payé en juillet. Et donc, pour cela, on trouve le paiement total des frais de production, aussi appelés les frais généraux de fabrication. Maintenant, pour les dépenses d'exploitation. Supposons que l'entreprise paie toutes les dépenses d'exploitation à l'exception de l'amortissement et de la provision pour créances douteuses au cours du mois où elles sont engagées. L'amortissement et la provision pour créances douteuses sont des charges non monétaires, donc elles n'apparaissent jamais dans le budget des paiements en espèces. La provision pour créances douteuses reconnaît simplement le chiffre d'affaires qui ne sera jamais encaissé. Par conséquent, ces charges non monétaires doivent être déduites des dépenses d'exploitation totale pour arriver au paiement en espèces pour les dépenses d'exploitation. Donc, on a dans ce budget-là, on trouve les charges opérationnelles totales, qui étaient déjà aussi calculées auparavant, moins les amortissements, moins les charges de créances douteuses, et on trouve les paiements aussi en espèces pour les charges opérationnelles. Les autres types aussi de charges, on trouve les dépenses en capital, c'est le calendrier de ces paiements en espèces
a déjà été planifié dans le budget des dépenses en capital. Et on a aussi les impôts sur les sociétés. Les sociétés ou bien les entreprises doivent effectuer des paiements trimestriels d'impôts sur le revenu pour leurs passifs estimés en matière d'impôts sur le revenu. Pour les sociétés comme Texan Tortilla qui ont une clôture d'exercice fiscal au 31 décembre, le premier paiement d'impôt sur le revenu n'est dû qu'au 15 avril. Donc les paiements restants sont dus le 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. En conséquence, Texan Tortilla ne montrera aucun paiement d'impôt sur le revenu au cours du premier trimestre de l'année. Pour les dividendes, comme de nombreuses sociétés, Texan Tortilla verse des dividendes à ses actionnaires sur la base trimestrielle. Texan Tortilla prévoit de payer de 25 000 $ en dividendes en espèces en janvier pour bénéficier de l'entreprise au quatrième trimestre de l'année précédente. Et enfin, nous regroupons tous ces paiements en espèces ou bien tous ces décaissements paiements dans un seul budget comme le montre ce tableau. Donc on a les paiements et décaissements pour les achats des matières premières, pour la main-d'œuvre directe, pour les frais de production ou bien les frais généraux de fabrication, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On a aussi pour les charges opérationnelles ou bien les charges de distribution. On trouve aussi les paiements pour l'investissement en capital. On a les paiements pour les impôts de revenus et aussi pour les dividendes. Et ça, la somme de tous ces paiements, on trouve le total des décaissements ou bien les paiements en espèces. On passe à d'autres types de budget qui est le budget de trésorerie combinée. Le budget de trésorerie combinée rassemble simplement les prévisions de recettes et de dépenses en espèces pour projeter la position de trésorerie finale de l'entreprise. Donc, la recette prévue en espèces pour le mois sont ajoutées au solde initial de trésorerie pour déterminer la totalité des liquidités disponibles. Les paiements en espèces privées sont ensuite soustraits pour déterminer le solde de trésorerie finale avant financement. Selon le solde de trésorerie finale avant financement, l'entreprise sait si elle doit emprunter de l'argent ou si elle dispose de fonds excédentaires pour rembourser la dette ou investir. En regardant donc l'exemple qu'on a déjà, nous avons que Texan Tortilla prévoit de commencer le mois avec 36 100 en espèces. Cependant, à la fin du mois, il lui manquera des liquidités. Par conséquent, les dirigeants de l'entreprise doivent planifier comment ils vont gérer ce déficit. Une stratégie pourrait être de retarder l'achat d'équipements prévus pour janvier. Une autre stratégie pourrait être d'emprunter de l'argent. Maintenant, disons que Texan Tortilla a préarrangé une ligne de crédit avec un taux d'intérêt de prime de 1%. Une ligne de crédit qui est un arrangement de prêt d'une banque qui permet à une entreprise d'emprunter de l'argent selon les besoins jusqu'à un montant maximum spécifié, tout en ne payant des intérêts que sur les portions réellement empruntées jusqu'à ce qu'elles soient remboursées. La ligne de crédit permettra à Texan Tortilla d'emprunter des fonds pour répondre à ses besoins de trésorerie à court terme. Disons que Texan Tortilla souhaite maintenir son solde de trésorerie final d'au moins 15 000 $. En empruntant 20 000 $ sur sa ligne de crédit à la fin janvier, l'entreprise disposera de
légèrement plus de 15 055 $ que son solde minimum souhaité. Le budget de trésorerie montre également que Dixon Tortilla sera en mesure de rembourser cette empreinte ainsi que les intérêts accumulés en février. En supposant que Dixon Tortilla emprunte les 20 000 $ pendant un mois complet à deux taux d'intérêt de 9%. Le paiement des intérêts de février serait calculé comme suit. On a le prêt de 20 000 $ fois 1 divisé par 12 de l'année fois 9% de taux d'intérêt qui est égal la totalité à 150 $. Donc le tableau montre également que Dixon Tortilla s'attend à avoir un solde de trésorerie assez substantiel à la fin des mois de février et mars. Les dirigeants de l'entreprise utilisent les budgets de trésorerie pour déterminer quand ces fonds seront nécessaires et pour décider comment les investir en conséquence. Comme le premier paiement trimestriel de l'impôt sur le revenu est dû par exemple le 15 avril. La direction voudra investir la majorité de cet excédent de trésorerie dans un investissement à court terme sûr, tel que fonds du marché monétaire ou un certificat de dépôt à court terme. L'entreprise aura également besoin de liquidités en avril pour verser un dividende trimestriel aux actionnaires. Tout excédent de trésorerie non nécessaire à court terme peut être investi dans des placements à plus long terme. Les gestionnaires pratiquent une bonne gestion de trésorerie doivent avoir un plan en place pour gérer tant les déficits que les excédents de trésorerie. Et aussi l'exemple ou bien le tableau devant vous et présente le bilan prévisionnel de Dixon Tortilla au 31 janvier. L'entreprise, dans ce cas-là, établira un bilan prévisionnel pour chaque mois de l'année. Je dis chaque mois. Donc le bilan, d'une façon générale, doit comprendre deux éléments. C'est les éléments des actifs et les éléments des passifs. Les éléments des actifs comprennent toujours comme les espèces provenant des budgets, les comptes clients, les stocks, bien les actifs circulants. On trouve ici les immobilisations corporelles, etc., etc. Et pour les actifs, on trouve aussi, pour les passifs, on trouve les comptes fournisseurs, les impôts sur le revenu, les autres passifs courants, etc. Et donc, enfin, toujours, on doit trouver que la totale des actifs doit égale au total des passifs. Passons maintenant comment analyser la sensibilité et la budgétisation flexible. Le budget principal modélise les activités planifiées de l'entreprise. Les gestionnaires tentent d'utiliser les meilleures estimations possibles lors de la création du budget. Cependant, les gestionnaires n'ont pas de boule de cristal pour faire des prédictions. Certaines des hypothèses, telles que le volume de vente utilisé pour créer les budgets, peuvent s'avérer différents de ce qui a été initialement prévu. Comment les gestionnaires se préparent-ils à d'éventuels scénarios différents? Ils utilisent l'analyse de sensibilité et la budgétisation flexible. L'analyse de sensibilité est une technique de simulation qui demande quel sera le résultat si une quantité prévue n'est pas atteinte ou si une hypothèse sous-jacente change. Par exemple, que se passe-t-il si les coûts d'expédition augmentent en raison de la hausse des prix de l'essence? Que se passe-t-il si le coût de la farine de maïs augmente ou si les travailleurs
syndiquer et négocier une augmentation de salaire. Que se passe-t-il si les ventes sont de 15% en espèces et de 80% à crédit, plutôt que de 20% en espèces et de 80% à crédit? Comment toutes ces modifications des hypothèses clés affecteront-elles le revenu budgétisé et la position de trésorerie budgétisée de Tixon Tortilla? En plus de ce scénario, que se passe-t-il si la direction se préoccupe particulièrement des prévisions de vente? Pourquoi? Parce que le budget de vente est la force motrice derrière la plupart des autres budgets. Si les chiffres de vente budgétisés changent, alors la plupart des autres budgets changeront également. Pour répondre à cette préoccupation, les gestionnaires préparent souvent des budgets flexibles qui sont des budgets établis pour différents volumes d'activité. Nous discuterons des budgets flexibles à chapitre, le chapitre suivant, où nous montrerons comment ils sont utilisés pour évaluer la performance à la fin de la période. L'analyse de la sensibilité et la budgétisation flexible sont relativement faciles à réaliser à l'aide des logiciels de budgétisation spécialisés. Le gestionnaire change simplement une ou plusieurs des hypothèses sous-jacentes dans le budget, telles que le volume de vente, et le logiciel calcule automatiquement un ensemble complet du budget révisé en fonction des changements. Donc, armé d'une meilleure compréhension de l'impact du changement dans les hypothèses clés sur les résultats financiers et la position de trésorerie de l'entreprise, les gestionnaires d'aujourd'hui peuvent être prêts à diriger l'entreprise lorsque les conditions commerciales changent. Et nous sommes arrivés à la fin de ce cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le cours. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre attention.